Bonjour, Xavier Longa, je suis professeur agrégé d'EPS et consultant pour la société Axel Sport. Nous allons prendre 20 minutes ensemble de présentation suivie de quelques questions pour vous présenter l'approche que nous faisons de l'activité rugby dans ces différentes phases. Tout d'abord, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer ou vous faire deviner plutôt ce qu'est pour nous une préférence motrice. Nous allons voir deux joueurs. Je pense que vous devez connaître obligatoirement, donc Sonny B. Williams et Dan Carter. Donc vous les connaissez, mais vous croisez les bras comme lequel? Vous croisez les bras comme Sonny ou vous croisez les bras comme Dan? Alors, cette manière de croiser les bras est certes une préférence motrice, qui pour nous n'est pas très intéressante au niveau rugby, mais c'est juste pour vous montrer, d'accord, que tout le monde fait quelque chose, fait la même chose, mais peut-être le fait différemment. Essayez, vous allez voir. Si vous êtes deux, si vous êtes trois, essayez de voir si les personnes qui sont avec vous font la même chose que vous ou ne font pas la même chose que vous. On peut aller un petit peu plus loin et montrer par exemple, regardez, lorsqu'il frappe au but, Owen Farrell et toujours Dan Carter, vous voyez, ne font pas les mêmes choses, ne sont pas en appui de la même manière, les bras ne sont pas exactement pareils, les mains non plus, la tête non plus, tout est un peu différent. Alors vous me direz, ce n'est pas des grandes différences, mais vous savez aussi bien que moi que dans le sport de haut niveau, les petites différences, j'allais dire, font les grands écarts à la fin. D'accord? On est bien d'accord que dans le sport de haut niveau, il faut arriver à rendre le sportif le plus efficient possible, avec le moins d'énergie possible, le plus vite possible et le plus facilement pour lui, et en plus qu'il évite les blessures. Et notre leitmotiv est dans ce sens-là. Donc, nous pouvons, comment dire, aborder également la chose en disant qu'il y a de l'action, partout. Il faut de l'action. Mais nous, ce qui est important pour nous, c'est cet axe, enfin cette rotation plutôt, parce que ce n'est pas un axe, perception-action. Et nous pensons que si on ne respecte pas cette dualité entre la perception et l'action, ça ne peut pas aller. C'est-à-dire l'action vient de la perception et entraîne une autre perception qui entraîne une autre action, etc. etc. C'est cette logique qui est très très importante et que nous devons défendre, que nous voulons défendre, que nous défendons, d'accord, mais qui nous semble être vraiment centrale dans l'approche que nous prenons. Alors, pour cela, on va commencer rapidement, hein, parce qu'on on va pas rester 2 heures et demie ensemble, mais on va essayer de vous montrer tous les axes de jeu, dans quels axes de jeu, on va dire, on peut arriver à apporter, peut-être pas des solutions, mais des axes de réflexion pour vous, mettre un gros coup de projecteur sur ce que vous faites et peut-être vous faire sentir certaines choses, vous faire voir certaines choses qui après, avec la maîtrise que vous avez, les habiletés motrices de vos joueurs, les interventions seront beaucoup plus faciles et beaucoup plus pertinentes. Alors, les 9 phases de jeu, rapidement, bon, vous les connaissez aussi bien que moi, je ne vais pas vous apprendre grand chose là-dessus. Donc, les mêlées, les rucks, le jeu au pied, les coups d'envoi, les attaques placées, les mauls, les pénalités, les touches et enfin les récupérations hautes. Alors, on arrive à voir plein de choses au niveau des préférences motrices sur ces 9 phases de jeu-là. Alors, pour être un peu plus pertinent, puis pour vous montrer jusqu'où on peut aller, nous allons nous focaliser que sur une seule. On va en prendre juste une seule. Et cette phase de jeu, ça sera les touches. Et les touches, nous allons les subdiviser, les aborder en 3 phases rapides, c'est-à-dire 3 phases qui vont être, j'allais dire, générées par l'activité de certains joueurs. Alors, premièrement, les lanceurs, deuxièmement, lifters et troisièmement, les sauteurs. Alors, pour ce qui est des lanceurs, dans un premier temps, vous avez pu voir, vous avez pu constater sûrement qu'ils ne mettent pas les bras de la même manière. D'accord? Ils n'utilisent pas leurs bras de la même manière. Je vais vous montrer juste 2 joueurs anglais, juste rapidement. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y en a un qui est légèrement avec les coudes écartés et l'autre qui a les coudes quasiment complètement serrés. Nous, c'est ce qu'on appelle, mais c'est compliqué de vous expliquer ça comme ça, je vais vous donner le nom, je pense que vous ne saurez pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas très grave pour l'instant, ce qu'on appelle des verticaux et des horizontaux. On peut voir, en plus que de lancer le ballon,
avec les coudes très près, les verticaux préfèrent avoir l'action qui arrive face à eux, que ce soit le ballon, que ce soit l'adversaire, que ce soit tout ce qui peut arriver, la perception se fait en direct. Alors que les horizontaux, la perception, pour en revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de cercle, vous savez, perception-action, les horizontaux préfèrent que les actions arrivent latéralement à eux. C'est pour ça qu'ils ont tendance à écarter un peu plus les coudes que les verticaux. C'est une première chose. Alors, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bien ou de mal. On ne dit pas que le joueur de droite ou le joueur de gauche est mieux que l'autre. D'accord? C'est juste que chacun a sa préférence et sera obligatoirement meilleur, plus vite, dans la durée, dans sa préférence. C'est tout ce que nous voulons vous montrer et pas imposer quelque habileté ou quelque technique que ce soit. Vous êtes bien meilleur que nous pour aller chercher les habiletés motrices. Au niveau des lancers, on peut voir également qu'il y a des positions du corps qui sont différentes. Pourquoi? Parce que les joueurs ne vont pas prendre l'appui au même endroit, ne vont pas prendre la force au même endroit, ne vont pas prendre la vitesse au même endroit, la dynamique au même endroit. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec deux lanceurs qui peuvent être comme ça. Un lanceur qui a quasiment les jambes tendues et l'autre lanceur, vous voyez, qui a les jambes fléchies, qui va aller chercher un appui plutôt en bas, une poussée plutôt au niveau des hanches, alors que l'autre va aller chercher plutôt un travail du haut du corps. D'accord? C'est encore une préférence. C'est encore quelque chose qui se voit assez facilement. Ensuite, après lanceur, nous allons voir les lifters et nous allons faire un lien direct avec ce que nous venons de voir sur l'appui. C'est-à-dire que vous allez voir deux lifters, un lifter All Black et un lifter français. Le français aura le numéro 1 dans le dos et le lifter néo-zélandais aura le numéro 3. Vous allez voir juste l'attitude qu'ils vont avoir. Vous allez les voir à vitesse réelle, puis après au ralenti, d'accord? Et vous essayez de voir déjà, est-ce que vous voyez quelques différences ou non? Et je vous laisse regarder les images et je vous rejoins juste derrière pour vous expliquer ce que vous auriez dû voir, mais c'est compliqué peut-être, mais ce que vous allez peut-être, comment dire, vous dire après, ah ben oui, c'est exact, c'est vrai qu'il y avait une différence entre les deux. Je vous laisse regarder. Donc vous voyez, c'est Kamisha qui fait la touche et vous avez les deux lifters qui se mettent en place. Voilà, la touche est jouée. On va la voir un petit peu plus. Alors regardez peut-être un peu la position du 3 qui est plus basse que la position du 1 et qui va le faire en une seule phase. Voilà, alors que le 1 va faire en deux phases, c'est-à-dire qu'il va d'abord monter, puis descendre pour remonter, alors que le 3 fera juste une poussée au sol et remontera. C'est ce qu'on appelle la poussée 0-1 chez certains, la poussée 1-2 chez d'autres. Mais bon, on ne va pas aller dans le détail. C'est une poussée qui part des hanches pour certaines, d'accord, et une poussée qui est plutôt en rebond pour d'autres, qui part des hanches et des appuis au sol, d'accord, et une poussée qui est plutôt en rebond pour les autres. Vous voyez, là, il y a une différence quand même qui peut être essentielle. Si on donne la même consigne à tous les joueurs, il peut y avoir vraiment une réelle différence dans l'applicatif et surtout dans l'efficacité et dans le résultat de ce que vous allez demander à vos joueurs. Enfin, et c'est quand même important parce que c'est eux qui prennent le ballon, vous le savez aussi bien que moi, les sauteurs. Alors les sauteurs, on va voir différentes choses. Premièrement, on va voir, regardez, je vais vous montrer 3 images où il y a les 4 possibilités en fait, en termes de préférence motrice, préférentielle pour pouvoir attraper un ballon. Vous voyez, le joueur britannique, le premier, prend le ballon devant lui, de face, avec les deux mains et avec les bras plutôt fléchis, plutôt près de lui. Ensuite, vous avez le joueur de Lyon, il me semble, qui est en blanc, donc avec le casque rouge, qui lui va prendre le ballon devant, d'accord, mais avec les bras tendus, d'accord, loin de lui. Après, vous avez le joueur du Stade Toulousain, vous voyez, qui est en extension avec le bras gauche tendu. Et en fait, vous avez le joueur de Montferrand, qui est en extension avec le bras droit tendu. Donc, chacun a sa spécificité, d'accord? Il n'y a pas encore une fois de bien ou de mal, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Vous devez, pour ceux qui connaissent bien l'activité, déjà vous dire, comme moi, mais alors, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire jouer, de faire sauter un sauteur comme l'anglais, le premier devant, puisqu'il va recevoir le ballon très près de lui, et un sauteur, par exemple, comme le joueur de Lyon, plutôt derrière, puisqu'il aura plus de temps de lever les deux bras pour prendre le ballon. C'est à réfléchir, c'est à voir. Quand nous intervenons, nous ne sommes jamais là pour imposer.
nous, nous venons toujours répondre aux besoins, aux questionnements et aux problématiques du staff et de l'équipe. C'est par rapport à ce que vous allez nous dire que nous allons vous amener des réponses par rapport à votre problématique. Nous imposons jamais rien. Nous n'avons jamais raison. C'est vous qui avez raison. On sera là uniquement pour amener un éclairage, pour vous donner des solutions, des pistes de réflexion que après vous allez pouvoir mettre en œuvre avec votre technicité. Les sauteurs, nous allons continuer. L'orientation du corps qui peut être très très importante également. Alors, une orientation du corps, vous voyez, le joueur anglais est capable de faire une dissociation. Alors, une dissociation, c'est quoi? C'est quand la ligne des épaules vient se mettre à une certaine position angulaire par rapport à vos hanches. C'est-à-dire dans une position qui serait à peu près comme ça, où je suis capable de tourner les épaules alors que mes hanches sont restées de face. Ok, alors que le joueur, alors on a pris un petit niveau français, comme ça on voit bien que ça se passe pareil à un très haut niveau international, mais également les joueurs de club en France. D'accord, vous voyez que lui, quand il tourne les épaules, il y a ses hanches qui sont en train de suivre le mouvement parce c'est très très compliqué pour lui. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on appelle ça des différences de points de coordination. D'accord, donc il y en a un qui se coordonne plutôt en haut, l'autre qui se coordonne plutôt en bas. Et voilà, ça amène ça. La réflexion que vous pouvez avoir, c'est déjà, est-ce qu'il n'est pas mieux de jouer des libérations rapides avec des joueurs dissociés qui vont éjecter la balle rapidement pour enchaîner sur un jeu rapide et peut-être utiliser les joueurs associés pour retomber au sol, créer un maul et ensuite enchaîner sur ou une avancée ou autre chose. Ensuite, l'orientation du corps, vous allez avoir sur deux exemples, alors deux néo-zélandais, d'accord? Je vous laisse voir, voilà, ça c'est un joueur dissocié, d'accord? Vous avez vu, hop, en haut, et il se dissocie avec les épaules, il donne le ballon et on joue rapide derrière. Et ensuite un joueur associé, voilà, vous avez vu, c'est-à-dire que quand il retombe, les hanches suivent la ligne des épaules et il se retrouve quasiment de dos au joueur. En l'occurrence, le maul, je ne sais pas si c'était la volonté, mais n'a pas été structuré. Mais vous avez vu juste l'orientation du corps du joueur qui était complètement différente. Ensuite, ce qui est important pour nous, c'est que on ne va pas faire du désapprentissage. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on prône, ce qu'on vous expliquera, on travaillera avec vous, on vous montrera, c'est qu'il est possible de faire évoluer les joueurs en s'appuyant sur les préférences motrices en évitant cette phase de désapprentissage. Vous avez tous appris, je suppose, lors de vos formations, lors de vos études, que lorsqu'il y a apprentissage, si on veut qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait une phase de désapprentissage pour réapprendre. Cette fameuse courbe là qui est très très connue avec le lambda où on gagne un petit peu. Là, nous, on n'est pas dans le désapprentissage. On va chercher les zones facilitatrices d'apprentissage de chaque joueur. Et ensuite, avec une méthode qui nous est pas propre, parce que nous ne sommes pas les seuls, il y a beaucoup de gens qui commencent à la faire en Europe. Alors, on ne va pas citer de nom, parce que, mais en Allemagne, en Irlande, il y a beaucoup de gens qui développent ça. Et c'est quelque chose qui est, j'allais dire, très adapté à chaque personne. Et surtout, c'est une réponse du corps avec ses préférences motrices aux sollicitations externes que l'on peut demander, comme activité, comme situation d'apprentissage, etc. etc. Maintenant, nous avons au début vu les 9 phases de jeu. Je vous en ai traité très très rapidement. On pourrait y rester beaucoup plus longtemps, mais vous comprenez que c'est compliqué avec un écran. Je préfère être sur le terrain moi aussi. Et via un écran, c'est jamais facile. Donc, je vous ai explicité un peu ce qu'on pouvait faire au niveau des touches. Il y en a 8 autres et il y en aurait encore bien d'autres si on réfléchit un petit peu. Il y a plein de choses qu'on peut voir sur le placement des trois quarts, sur quel trois quarts, sur l'espace entre le 10 et le premier centre, sur le travail des troisièmes lignes qui peuvent venir prendre les intervalles. Enfin, il y a plein de choses que l'on peut travailler par rapport aux préférences motrices. On veut juste essayer d'éveiller votre esprit à ça, que vous sachiez que ça existe, d'accord? Et si vous êtes intéressé, d'accord? Après les questions que vous allez me poser, je serai bien sûr ravi et à votre disposition de vous répondre ou sur l'adresse que vous voyez qui est le site d'Axel Sport, mais également de me contacter ou sur Facebook ou sur LinkedIn avec mon nom Xavier Longa.
Voilà, merci beaucoup pour votre attention et nous allons passer maintenant aux questions.